Diversité des agrosystèmes. Nous avons vu dans un cours précédent qu'un agrosystème, c'est un système agricole, et on avait pris l'exemple d'une culture de maïs. Donc on a un champ de maïs, on avait vu qu'il y avait une certaine productivité en tonnes par hectare, et que les rendements étaient relativement importants, à condition que l'on fournisse ce qu'il faut pour que les plantes poussent, c'est-à-dire des engrais, des molécules, un milieu bien aéré, de l'eau, du CO2 évidemment, pour la photosynthèse, etc. Ici, il s'agit de voir que, de comprendre plutôt que ces agrosystèmes sont très divers. Alors nous allons prendre quelques exemples. Donc ces agrosystèmes, l'objectif, en tout cas le principal objectif des agrosystèmes, c'est de nourrir une population qui devient de plus en plus importante. Alors chaque pays a son système propre d'agrosystème, mais au niveau mondial, la population est très importante et il faut pouvoir nourrir tout le monde. Bon. Donc il n'y a pas que les champs de blé, les champs d'orge, les champs d'avoine, les champs de maïs, etc., qui servent à produire des aliments. Il n'y a pas que les champs, il n'y a pas que ça. Il existe d'autres agrosystèmes, ou ce que l'on considère comme des agrosystèmes, qui peuvent apporter des aliments pour la population. Donc ces agrosystèmes vont prendre des formes très diverses et vont produire également une biomasse qui sera destinée à des usages variés, et notamment, entre autres, mais il n'y a pas que cela, des usages pour pouvoir nourrir l'humanité. Bon, donc on peut se poser la question suivante: quelles sont les différentes formes et usages des agrosystèmes actuels? Alors, nous verrons que, en fin de compte, nous en reparlerons tout à l'heure après avoir présenté quelques documents, que les agrosystèmes sont des producteurs de biomasse. C'est un point commun à tous les agrosystèmes. Mais cette biomasse ne sert pas uniquement à produire de l'alimentation. On peut répartir les agrosystèmes en trois grandes catégories, toujours producteurs de biomasse, mais production d'aliments, première catégorie. Donc on aura une biomasse alimentaire. Si on prend un champ de maïs, admettons il y a 10 tonnes par hectare et par an produit, eh bien ça veut dire que la biomasse, c'est de la biomasse qui sera essentiellement alimentaire. Pourquoi? Parce que les épis de maïs vont servir pour différentes alimentations. Le pied de maïs va servir pour autre chose, par exemple pour le bétail, etc. Bon. Alors, l'agrosystème peut également permettre, à travers cette production de biomasse, donc la production d'énergie. Mais il peut également permettre la production de matériaux. Donc vous voyez, on a trois types d'agrosystèmes: les producteurs d'aliments, les producteurs d'énergie et les producteurs de matériaux. Alors, quels matériaux? Eh bien, par exemple, la sylviculture. Bon, la sylviculture, les arbres, on cultive des arbres, des sapins par exemple, des chênes, etc. Et par exemple, pour la sylviculture, donc la biomasse, si elle est suffisamment importante pour un arbre, une forêt entière, eh bien ça peut permettre de produire du bois, par exemple du bois de charpente pour les toits des maisons, du bois de chauffage également, voilà, et des bois densifiés que l'on appelle des pellets. Bon, voilà. La sylviculture peut indirectement permettre également, au niveau de l'industrie papetière, de produire des cartons, des feuilles, etc. Bon. Tous les matériaux scolaires dont on a besoin pour écrire, par exemple. Bon. Donc voilà, c'est la production de matériaux type le bois, par exemple. Donc c'est une biomasse qui est très importante. Alors ensuite, l'agrosystème, on a dit production d'énergie. Eh bien, ça peut être la sylviculture, puisqu'on a dit que l'industrie
papetière peut produire des cartons, mais on a vu aussi que on peut avoir du bois de chauffage, par exemple. Donc ça peut permettre la production d'énergie. Production d'énergie aussi grâce à l'agriculture. Donc on a des cultures et des élevages. La culture peut permettre la production de différents types d'énergie dont nous parlerons un petit peu plus tard. L'élevage également. Bon. Alors, il n'y a pas que de l'énergie. Il y a aussi la production alimentaire. Alors oui, j'ai oublié, pour la production d'énergie, on a l'aquaculture également, bon, qui peut permettre production de pisciculture, d'algues, bon, etc. Bon. Alors, on va essayer de démêler tout ça, alors, sans oublier évidemment la production d'aliments, aquaculture, agriculture, bon, tout ça c'est un petit peu mélangé. Donc, agrosystème producteur de biomasse, production de matériaux, production d'énergie, production d'aliments, aquaculture, agriculture, production d'énergie, aquaculture, agriculture, sylviculture, production de matériaux, agriculture, sylviculture. Bon, dans l'agriculture, on peut séparer également la culture de l'élevage. Dans l'aquaculture, on peut séparer par exemple la pisciculture, la production d'algues également. Bon. La biomasse dans tout ça, qu'est-ce qu'on va retrouver comme biomasse? Bien, du côté production d'aliments, on pourra retrouver des saumons, par exemple, ce sont des poissons. Voilà. Donc une biomasse de saumon. Au niveau de la spiruline, par exemple, ce sont des algues, donc une biomasse de spiruline. Au niveau de l'élevage, ça peut être les bovins, les ovins, les porcins et les volailles. Au niveau de la culture, eh bien, ce sera le blé, le riz et le maïs, par exemple, mais le coton, le lin, le chanvre. Le miscanthus, qui est un bois qui va permettre, donc c'est un bois en fait qui est densifié et qui va permettre de former, de fabriquer différentes choses. Donc on parle de pellets. Bon. Donc voilà, donc coton, lin, chanvre, par exemple au niveau des cultures, ça peut permettre de travailler, enfin d'apporter une biomasse pour l'industrie textile. Bon. Blé, riz, maïs, on avait parlé d'énergie. Les algues, on avait parlé d'énergie, et bien la spiruline par exemple, et le blé, maïs et riz peut permettre la production de biocarburants. Bon, vous voyez, donc tout ça c'est assez complexe, hein, mais le point commun qu'on peut retrouver à tous les agrosystèmes, c'est que ce sont des producteurs de biomasse. Alors ensuite, essayons de voir quelques exemples, donc différentes formes et usages d'agrosystèmes actuels. Les élevages, donc des agrosystèmes, on dit quelquefois qu'ils sont moins efficaces. Bon, on va essayer de définir la notion de rendement écologique. Le rendement écologique, c'est par exemple, vous prenez 4 kg d'aliments, vous nourrissez un poussin avec, et le poussin va faire 1 kg de poussin. Bon, c'est ça le rendement en fait. C'est le rapport entre la production de biomasse d'un animal et la biomasse ingérée par l'animal. Donc on lui donne des aliments, il mange, il grossit. Eh bien le rendement entre ce qu'on donne et ce que le poulet, ce que le poussin fait de cet aliment, c'est-à-dire la matière poulet en fait, eh bien ça s'appelle le rendement écologique. Donc on a différents types d'élevage, hein. Ça peut être des bovins, des ovins, des porcins, de la volaille, etc. Donc sont considérés comme des agrosystèmes aussi. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que c'est un système agricole? Bon, oui et non. Bon, en tout cas, c'est un système qui est différent de l'écosystème. Un écosystème, c'est un système écologique naturel qui a trouvé son équilibre à tel ou tel endroit, par exemple une forêt, un océan, etc. Mais dès l'instant où l'homme va intervenir, eh bien, on parle d'agrosystème dans le sens où cet écosystème primitif, enfin de départ en tout cas, est modifié. Donc ce sont des écosystèmes modifiés par l'homme dont l'objectif est de produire une biomasse. Le plus souvent destiné à l'alimentation, mais on n'a vu pas que cela. Hein. On a vu qu'il y avait 3 types de production de biomasse et 3 usages différents. Donc les éleveurs vont apporter une certaine quantité de nourriture, évidemment, pour assurer la croissance des animaux, donc que ce soit les vaches, les bœufs, etc.
les poulets, bon, les poussins, les poulets, les canards, les oies, etc. Tout ce qu'on peut imaginer qui va servir à l'alimentation humaine. Alors c'est triste évidemment, mais bon, c'est comme ça. Il faut bien que l'humanité se nourrisse. Bon. Donc les poulets, bon, reçoivent une alimentation, alors pas n'importe comment, on ne donne pas par exemple du blé comme ça. Bon, ça peut arriver qu'on donne par exemple directement du blé, mais en général ce sont des granulés, donc ils sont des mélanges de céréales, 75% en général, et de soja par exemple 25%. Donc il faut un rapport équilibré entre les vitamines et puis tout ce qu'il faut comme protéines, donc acides aminés, etc. Donc ces aliments concentrés sont largement enrichis en vitamines, donc différents types de vitamines qui sont nécessaires à la croissance, et en minéraux également. Donc évidemment, à partir de là, il faut que l'agriculteur, entre guillemets, optimise sa production afin que le rendement écologique soit lui-même optimal, c'est-à-dire que le rapport entre la production de biomasse d'un animal et la biomasse à gérer par cet animal soit le plus productif possible, en tout cas, que le rendement soit optimal. Si par exemple vous avez un rendement de 4 kg de nourriture donne 1 kg de poulet, le rendement sera plus intéressant que s'il faut 6 kg de nourriture pour 1 kg de poulet. Et si l'agriculteur réussit à faire 1 kg de poulet avec 2 kg de nourriture, alors il aura gagné son pari. Mais bon, dans ces conditions-là, ça veut dire qu'il a peut-être utilisé des méthodes pas très catholiques, entre guillemets. Bon, donc voilà pour un exemple d'élevage, un poulet, des poulets, bon, après les pauvres poulets, bon, ils sont élevés en batterie, il faut qu'ils soient tués après, c'est triste, c'est très triste. Enfin moi ça me rend toujours triste de penser ça. Ensuite, pour produire des aliments, il y a également le milieu aquatique. Il n'y a pas que les poulets, les vaches, les taureaux, les bœufs. Les bœufs sont des taureaux qui ont été castrés, entre guillemets. Alors, donc, capables de produire rapidement de grandes quantités de biomasse, les agrosystèmes aquatiques se sont développés très largement au cours de ces dernières décennies. Donc par exemple, on a des cultures de microalgues qui peuvent représenter jusqu'à 10% de l'alimentation dans certains pays, au Japon notamment. Donc ils ont une très bonne qualité nutritionnelle et les algues offrent une productivité bien supérieure, donc bien supérieure aux cultures traditionnelles. Par exemple, un hectare de microalgues va produire jusqu'à 120 fois plus d'huile qu'un hectare de soja. Bon, donc voilà, ça c'est pour les algues. Bon, alors, on peut également penser aux poissons. Les poissons, par exemple, 94% du poisson atlantique provient de cages flottantes. C'est pas du tout naturel évidemment, mais ça permet de faire des élevages en batterie et d'avoir un rendement écologique intéressant et une productivité intéressante également. Donc les parcs en général contiennent environ 50 à 60 000, 40, enfin on va dire entre 40 et 60 000 poissons nourris à partir de granulés qui sont composés de produits végétaux, d'huile et de farine de poisson qui sont eux par contre issus de la pêche industrielle. Donc il faut une pêche industrielle. Alors évidemment on peut se poser la question, pêche industrielle, continuer à l'autoriser ou pas, ça c'est un gros problème. Donc ces conditions vont permettre une croissance très rapide des saumons par rapport aux saumons sauvages. Donc c'est un élevage en batterie, en fait, c'est un espèce d'engraissement des poissons, en fait. Ça veut dire qu'ils ont peu d'espace pour bouger, ils mangent, ils mangent, ils mangent encore, donc ils grossissent. Par exemple, donc il faut 6 kg de poissons pêchés pour produire 1 kg de granulés par saumon. Voilà, rendement écologique, je vous laisse faire le calcul. Donc si on pouvait penser que la pisciculture permettait de sauvegarder des espèces sauvages, eh bien c'est pas du tout le cas.
Voilà. Ensuite, on a dit que on a des matériaux d'origine agricole qui peuvent provenir de ce que l'on appelle la sylviculture. Alors, c'est la culture d'arbres forestiers, donc nos forêts, par exemple des hêtres, des chênes, des pins, etc. Donc, on peut produire, par exemple, des bois de construction. Donc, les bois de construction provenant de certaines forêts, notamment le bois de pin, de sapin, c'est un matériau très léger qui est souple et résistant, et la durée de vie est relativement élevée, supérieure à celle du béton en tout cas. Bon, ça c'est à discuter. Le bois, c'est une forme naturelle en plus de stockage du CO2, puisqu'on rappelle qu'un arbre, pour grandir, a des feuilles. Et ces feuilles sont vertes en général, et le vert, ça veut dire qu'il y a production, enfin qu'il y a une photosynthèse. Bon, il y a de la chlorophylle, c'est un système compliqué, mais en tout cas la photosynthèse, c'est à partir du CO2, de l'eau, des sels minéraux et de l'énergie lumineuse, et bien c'est la production de matière organique. Bon. Cette matière organique, donc, c'est de la matière qui contient du carbone évidemment par définition, eh bien c'est une forme de stockage du CO2. Or, on sait bien que le CO2, c'est un gaz à effet de serre qui est impliqué dans le réchauffement climatique. Voilà, donc les technologies actuelles vont permettre d'utiliser donc des constructions de hauteur importante, comme par exemple des futurs appartements qui ont des structures en bois, bon, à condition que les normes réglementaires soient respectées, parce que bon, c'est du bois, et puis qu'on ne met pas du bois partout en fait. Ensuite, autre possibilité d'agriculture, c'est le coton, la culture du coton. En fait, c'est la principale fibre textile naturelle essentiellement produite aux États-Unis, en Chine et en Inde. Bon, le coton, tout le monde connaît le coton, hein. Donc ça provient de soies de cellulose qui poussent sur des graines à l'intérieur des fruits. La culture de coton nécessite d'importants apports d'engrais et d'eau. Alors donc c'est un petit peu un problème. Le lin, le raffia et le chanvre sont d'autres exemples de plantes d'origine, enfin à l'origine de fibres naturelles aux applications diverses, donc dans les industries pas alimentaires mais le textile, donc les vêtements, mais également isolation de bâtiments, fabrication de différents objets. On peut avoir également des cultures destinées à la production d'énergie. On pense par exemple au miscanthus. Le miscanthus, bon, il n'est pas très connu, hein, c'est pas très connu. Bon, il peut alimenter à hauteur de 50% des centrales thermiques au charbon chargées de produire de l'électricité. Vous voyez que le miscanthus, c'est quand même assez intéressant. Donc depuis très longtemps, hein, l'homme utilise le bois comme combustible pour se chauffer, pour cuire les aliments, par exemple. Bon, il peut y avoir d'autres usages également. Bon, donc la production de combustible peut s'appuyer sur des cultures d'espèces dédiées à cet usage, comme le miscanthus par exemple. Donc à partir du miscanthus, donc, on obtient une biomasse végétale qui peut aussi servir à la production de carburant, destiné par exemple aux véhicules, ce qui limite ainsi le recours aux hydrocarbures qui eux sont des énergies fossiles, qui ne sont pas renouvelables à l'échelle humaine en tout cas, et dont les stocks s'épuisent de plus en plus. On pense au charbon, on pense au pétrole, on pense au gaz. Voilà, donc ces cultures vont rentrer en compétition avec les productions alimentaires pour l'occupation des sols, évidemment. Parce que si on a un élevage de poulets, un élevage de saumon, un élevage d'algues, de sylviculture, bon, production d'énergie, mais ce ne sont pas des aliments. Donc ça veut dire qu'on va avoir une compétition entre les productions alimentaires pour l'occupation des sols et la consommation d'eau par rapport à tout ce qui n'est pas alimentaire, mais qui est indispensable pour faire en sorte que l'homme puisse vivre décemment, utiliser des moyens de locomotion, les habitations, etc. Donc il faut des productions. Si on veut une maison en bois, par exemple, eh bien il faut bien développer la sylviculture qui permette de produire du bois.
Donc il y a manger, c'est une chose, mais il n'y a pas que cela. Donc de nombreux industriels explorent de nouvelles voies de production de carburant à partir d'algues. Bon, c'est une autre façon d'utiliser les algues, pas forcément comme nourriture, mais comme producteur de carburant. Donc les algues sont bien plus productives et moins consommatrices de ressources. Voilà, donc là on a vu qu'il y avait une diversité d'agrosystèmes, on a pris quelques exemples. Quelles sont les différentes formes et usages des agrosystèmes actuels? On avait vu les champs de maïs dans un cours précédent. Là on a vu qu'on peut avoir un élevage de poulets, donc avec production de biomasse importante, enfin plus ou moins importante. On voulait que le rendement écologique soit optimal, c'est-à-dire, je rappelle, le rendement écologique, c'est le rapport entre la production de biomasse d'un animal, donc son poids propre en fait, et la biomasse qu'il a ingérée. Je rappelle, par exemple, 4 kg de graines vont permettre de produire 1 kg de poussin, donc 1 kg de poulet. Deuxième exemple d'agrosystème, c'était ce qui permettait de produire des algues, micro-algues, algues. Ensuite, on avait pris l'exemple des saumons, par exemple. Donc, autre exemple d'élevage. On avait pris l'exemple de sylviculture, donc culture d'arbres forestiers et production donc des cultures destinées à donc aux fibres textiles, par exemple. Donc, on avait pris l'exemple du coton. Et puis l'exemple également, le dernier exemple du miscanthus, qui permettait, qui pouvait alimenter donc à hauteur de 50% les centrales thermiques au charbon chargées de produire de l'électricité. Bon, donc voilà, on a vu des choses importantes, on a vu qu'il y avait différents types d'agrosystèmes. Donc il y a une grande diversité d'agrosystèmes. Les agrosystèmes terrestres ou aquatiques sont gérés afin de produire une biomasse nécessaire à l'humanité pour ses différents besoins, alors qu'ils soient alimentaires, textiles, agrocarburants, pharmaceutiques, médicaux, etc., etc. Donc on a pu caractériser l'organisation d'un agrosystème en éléments constitutifs, donc nature des cultures ou des élevages, et il faut comprendre aussi que l'on utilise des bases de données de biomasse et de production agricole pour comprendre la différence entre la notion de rendement agricole qui est utilisée en agriculture à la place de production et la notion de rendement écologique également qui est très important. Donc un agrosystème, on a cherché à illustrer le fait qu'il y a une grande diversité en termes d'objectifs de production et de support. Bon, on a parlé de la notion de rendement écologique également, donc faire le rapport entre ce qui est donné et ce qui est réellement obtenu en fonction, donc au niveau de la biomasse. Et malgré leur grande diversité apparente, on a remarqué que tous ces agrosystèmes vont partager le même dénominateur commun. C'est lequel? Eh bien, c'est celui de produire une biomasse que l'on veut optimale. Donc chaque fois que l'on a un agrosystème, quel qu'il soit, il faut l'optimiser. Alors, souvent, il faut identifier les intrants et surtout les identifier dans un contexte d'élevage et non de culture. Bon. Mais quelquefois, il faut l'utiliser dans le contexte de culture également. Donc autrement dit, les agrosystèmes, ils ont un point commun, c'est celui de produire de la biomasse, mais celui aussi au niveau duquel il faut réfléchir quant aux intrants. Bon. Donc tout ça, ça pose des problèmes environnementaux, évidemment, si on veut préserver la biodiversité, si on pense à la pêche industrielle, bon, évidemment c'est un petit peu gênant. Bon, on fait la différence entre tout ce qui est sauvage et tout ce qui est domestique, entre guillemets. Donc on pense aux parcs dans lesquels donc on met des saumons, par exemple, ou différents poissons, ça peut être des truites, ça peut être n'importe quoi. Donc la pêche industrielle va alimenter les parcs à pisciculture. Ça veut dire que, puisque dans les parcs à pisciculture, on peut faire par exemple des granulés qui sont eux-mêmes des concentrés de poissons que l'on a pêchés de manière industrielle, alors évidemment il y a un déséquilibre par rapport à la faune et à la flore mondiale. Bon.
enfin, si on pense mondial. Alors, donc problèmes environnementaux concernant donc, le stockage en dioxyde de carbone. Pêche industrielle, on a dit, alimentant les parcs de pisciculture, mais également donc, le stockage de dioxyde de carbone qui est favorisé par exemple par la construction en bois et va pouvoir lutter contre le réchauffement climatique. Pourquoi? Parce que le CO2 de l'atmosphère, eh bien, il est prélevé au cours de la photosynthèse. Donc ça veut dire que plus on aura de forêts, plus on aura de plancton également au niveau des océans, parce que ça aussi, on doit aussi y penser. C'est que dans les océans, il y a beaucoup de plancton, il y a le phytoplancton, par exemple, qui va faire également la photosynthèse. Bon, on n'y pense pas souvent, mais c'est pour une très très grande part. Pour une très grande part, donc ce phytoplancton va prendre le CO2 de l'atmosphère. Bon, évidemment, il faut une dissolution du CO2 de l'atmosphère dans l'eau pour que le phytoplancton puisse le prendre. Bon, bref, ça c'est un petit problème à part. Donc on sait bien qu'il y a également une compétition entre les cultures destinées aux biocarburants et à l'alimentation. On parle également d'utilisation de la biomasse actuelle en remplacement des ressources fossiles. Bon. Voilà, donc on a pris l'exemple d'agrosystèmes de type élevage, mais pas que cela. On pense également à des agrosystèmes aquatiques. On a également des productions d'algues alimentaires, enfin d'algues à but alimentaire évidemment, production de saumon comme on a dit. Donc on s'est intéressé à la production de biomasse utilisée ensuite comme matériaux avec les exemples du bois et de la production de textiles, par exemple les industries textiles du coton, par exemple, mais pas que cela. On remarque que certaines cultures vont fournir des ressources énergétiques qui vont présenter des avantages, par exemple qui peuvent se substituer aux énergies fossiles. Donc on pense évidemment au pétrole, au charbon, etc. avec un bilan carbone presque nul. Mais aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a des inconvénients, c'est-à-dire les inconvénients, notamment la compétition avec les cultures qui sont essentiellement dédiées à l'alimentation. Voilà, donc là on avait dit au départ, au niveau des agrosystèmes, le point commun de tous les agrosystèmes, c'est produire de la biomasse. Bon, également, il faut optimiser en fait chaque agrosystème. Il faut réfléchir engrais, il faut réfléchir vitamines, il faut réfléchir intrants, donc pesticides, fongicides, herbicides, engrais, etc., etc. Que ce soit de la culture, que ce soit de l'élevage, que ce soit quelque chose qui va permettre de produire des matériaux à but, admettons, faire du bois. Bon. Que ce soit la production d'énergie, par exemple, biocarburants, que ce soit les industries textiles, que ce soit tout ce qui est alimentaire. Donc il faut réfléchir. Pour optimiser chaque agrosystème, eh bien, l'agriculteur doit réfléchir. Mais au-delà de l'agriculteur, il y a tout le monde politique qui doit se poser les bonnes questions afin de préserver la planète. Quand on dit un agrosystème producteur de biomasse, si on produit des aliments, par exemple que ce soit aquaculture, que ce soit un champ de maïs, un champ de blé, eh bien, on a toujours à un moment donné production d'une biomasse qui est relativement intéressante. Il faut optimiser cette production de biomasse de manière à ne pas détériorer l'environnement. Quand on parle de production d'énergie, par exemple l'agriculture, l'aquaculture, la sylviculture, à un moment donné ou à un autre, on peut produire des biocarburants. On peut fournir par exemple du bois de chauffage également. Bon. Donc, agrosystème, production d'aliments, production d'énergie, production de matériaux. Production d'aliments, on a pris l'exemple d'aquaculture, avec la pisciculture, production de saumon, avec l'aquaculture, donc production d'algues, par exemple la spiruline, ou des microalgues, etc. Bon. Production de biocarburants à partir de spiruline également, c'est possible. On peut produire des biocarburants, c'est-à-dire des carburants d'origine biologique, donc c'est-à-dire à partir d'un être vivant. Concernant la production d'aliments, on peut parler d'agriculture aussi, on peut parler d'élevage, élevage de bovins, d'ovins, de porcins, de volailles. On peut parler également de culture, culture de blé, du riz, du maïs,
cultures, alors blé, riz, maïs peuvent également servir à la production de biocarburants. Pour les cultures, on peut avoir la culture de coton, du lin, du chanvre, qui vont permettre à l'industrie textile d'alimenter, entre guillemets, les gens pour les habits, par exemple, mais pas que cela. Ensuite, production d'énergie, sylviculture également, production de bois de charpente, production de bois de chauffage, bois densifié grâce au miscanthus, culture de miscanthus. Production de matériaux ensuite, eh bien, la sylviculture, on a pensé à la sylviculture, par exemple papeterie, dans les papeteries, production de carton, de tout ce qui est matériaux scolaires, par exemple les feuilles, etc. Bon bref, vous voyez qu'à partir de ce schéma fonctionnel, à partir d'agrosystèmes, on peut raisonner de différentes façons, de manière propre à chaque écosystème, à chaque agrosystème plutôt. Et l'ensemble de ces agrosystèmes vont présenter certains éléments communs, comme la recherche d'une forte productivité, évidemment. Par exemple, la culture d'algues est 120 fois plus productive que le soja pour la production d'huile. Bon, c'est un exemple. Donc, voilà. Donc, on a dit que ces agrosystèmes présentent certains éléments communs, comme la recherche d'une forte productivité, qui est assurée également en parallèle par l'apport optimal d'intrants. Par exemple, c'est tout ce qui concerne l'alimentation enrichie en minéraux et vitamines des volailles, par exemple, ou de granulés, de concentrés pour les saumons, par exemple. Bon. Donc, quand on raisonne pour un champ, par exemple, un champ de blé, un champ de maïs, un champ d'avoine, un champ d'orge, un champ de tout ce que vous voulez, il y a toujours la culture à la base, il y a toujours le travail du terrain à la base. Et ce que la plante prend à la terre, il faut que ce soit restitué. Alors il y a tout ce qui est restitué de manière naturelle, mais il y a tout ce qui est restitué également par l'homme. Donc l'homme doit penser que lorsqu'il travaille un champ, il remue le champ, par exemple au mois de novembre, il remue en mettant du fumier, des lisiers, des minéraux, des engrais. Il faut penser qu'il prépare le terrain pour le printemps d'après, pour la culture suivante. Il faut qu'il renouvelle cette réflexion d'année en année afin d'optimiser la production de biomasse alimentaire ou autre et faire en sorte que la planète soit préservée. Quand un agriculteur raisonne à un élevage de poulets, de poussins, de poulets, de vaches, etc., il faut qu'il raisonne de la même façon. Qu'est-ce qu'il faut apporter à ces agrosystèmes pour faire en sorte qu'il y ait une optimisation de la production de biomasse tout en préservant la santé, mais en préservant également la biodiversité à l'échelle planétaire. Donc l'homme doit réfléchir. Le cours est terminé. Merci.